We face a stark choice. Either we stop it or it stops us. And it's time to say enough. I understand that it's harder to get international cooperation. There are more global tensions. But there is one thing that should transcend our day-to-day politics and normal geopolitics, and that is climate change. In der Dekade des Handelns, in der Dekade, in der wir jetzt leben, national ambitionierter zu sein, aber global Instrumente zu finden, die nicht nur Steuergelder einsetzen, sondern auch wirtschaftlich vernünftig sind. Und das ist für mich die CO2-Bepreisung. Tout cela n'avancera que si nous sommes cohérents et que si nous arrivons à lier cet agenda contre le dérèglement climatique avec deux autres agendas, celui de la biodiversité et celui du commerce. It is not a secret that COP26 is a failure. It should be obvious that we cannot solve a crisis with the same methods that got us into it in the first place. How dare you? Make our planet great again. La COP26 de Glasgow est terminée, et qu'est-ce qu'on en retient? Déjà, pas grand-chose. Parce que politiquement, la COP26 n'a pas beaucoup fait avancer la lutte contre le réchauffement climatique, et puis aussi parce que médiatiquement, on va pas se mentir, pas grand-chose d'intéressant n'en est sorti. En même temps, comment s'y intéresser quand le peu qu'on voit, c'est un Jeff Bezos venu en jet privé, donner des cours de charité climatique, ou une Barbara Pompili, la ministre française de la transition écologique, déambuler dans les couloirs du sommet avec son conseiller en communication pour se montrer. Les caméras de quotidien ont capturé un moment cocasse que le journaliste de Mediapart, David Perrotin, a compilé dans un tweet qui a ensuite fait le tour du net, où l'on aperçoit le conseiller dire à la ministre « En un quart d'heure, t'as fait Parisien, Quotidien et France 24 ». Puis la responsable politique lui répond « Ah, on n'est pas venu pour rien, c'est bien ». Ouais, rassurant, non? Tu m'étonnes qu'après ça, on n'ait plus trop confiance et qu'on se demande à quoi peuvent bien servir ces grandes messes diplomatiques. Pourtant, il s'en passe des choses, et des choses cruciales. L'enjeu, il est énorme, et dans le mouvement climat, ils sont nombreux à l'avoir compris. Ce qui génère une énorme frustration quand rien n'en sort, et quand les seuls moments où on en parle, c'est pour commenter la petite phrase d'une ministre ou l'inconsistance d'un milliardaire invité. Les militants d'Extinction Rébellion, par exemple, ils viennent de lancer une campagne à l'attention des médias avec leur mot d'ordre « Dites la vérité ». Ils ont fait le tour des rédactions, laissé quelques petits messages pour marquer leur frustration, parce que durant cette COP, ils étaient très frustrés de voir à quel point la presse n'avait pas su se saisir des enjeux. Nous, en effet, on demande à ce que la question de la crise climatique soit une priorité éditoriale et à l'instar de la crise du Covid, on aimerait que, en fait, à l'ouverture d'un journal télévisé, on parle de la crise climatique au moins pendant 2 minutes, qu'on ait les nouveaux enjeux, surtout en période de COP26. Quand on voit qu'il y a plus de 500 lobbyistes des industries du charbon, des industries des énergies fossiles ou de l'agroalimentaire, ce genre de choses qui sont présents à la COP26, ça devrait poser question, ça devrait être un sujet en fait. Le problème, c'est que ce n'est même pas un sujet dans les médias. En fait, ce problème, il n'est pas propre à la COP. De façon générale, constatent les activistes, dès qu'il s'agit du climat ou de l'écologie, les médias dominants ont beaucoup de mal à en parler correctement. Nous, on est allé rendre visite aux médias dans ce contexte de COP26, justement pour dire quantitativement, vous n'êtes pas à la hauteur, les rédactions, de l'ampleur de la crise climatique. On se rend bien compte que la question de la crise environnementale n'est quasiment jamais abordée. Et quand elle est abordée, c'est de manière très éparse sur les symptômes, c'est-à-dire on parle des incendies, parfois des inondations quand les choses arrivent, mais c'est toujours désarticulé. On parle assez rarement, on analyse assez rarement le fond du problème et quels sont les mécanismes en fait, physiques du dérèglement climatique et ce qui nous a mené à cette catastrophe-là. Ce sont des mécanismes qui sont très précis, qui sont très complexes à analyser, les questions de dérèglement climatique, d'extinction de la biodiversité aussi. Et on a besoin que les rédactions fassent leur travail de pédagogie et d'information auprès des populations. Nous, quand on demande de dire la vérité, c'est notre première revendication à Extinction Rébellion, on parle de communication honnête, c'est-à-dire d'aller au fond du sujet, de pouvoir expliquer les enjeux. Une fois qu'on explique les enjeux, on peut sortir de la gestion par les émotions, c'est-à-dire la peur, parce que quand on parle que des feux, des inondations, des déplacements de population massifs, on ne peut pas prendre de décision éclairée parce qu'on reste sur des mécanismes de peur, d'angoisse et il faut pouvoir traiter le problème de fond pour faire émerger les solutions et les alternatives à ces questions-là. La science devrait avoir une part beaucoup plus importante dans un phénomène qui est extrêmement physique. Des climatologues, des océanologues, enfin un certain nombre de scientifiques, dont des Français. Il y a énormément de scientifiques français qui participent à ces travaux, notamment du GIEC ou de l'IPBES pour la biodiversité. Et ces gens-là n'ont pas la place qu'ils méritent dans les journaux. Il y a aussi la question évidemment structurelle dans les médias privés, de comment on traite les journalistes, comment on laisse la place aux journalistes qui sont experts de ces sujets-là. Parce qu'il y a des journalistes qui sont spécialisés dans les questions d'écologie et on se rend bien compte que souvent,
quand on va interviewer un politique, un politicien, c'est les journalistes politiques qui prennent la place de ces gens-là, et la question de l'écologie est presque toujours reléguée à un second rang. Les enjeux sont structurels. Quand on va prendre un traité à la COP26 que certains pays vont signer, qui vont dire on diminue de tel les émissions de gaz à effet de serre, en fait on va essayer de donner une solution technique à un problème. Mais la solution technique, on se rend bien compte qu'elle ne peut pas fonctionner si on ne remet pas en cause tous les fondements de sur quoi est basé notre système économique et politique. C'est-à-dire un système de production de richesse qui a été décrit par plein de scientifiques, plein de gens qui travaillent sur ces questions-là, qui est structurellement destructif, qui est structurellement mauvais pour la planète. Et une fois qu'on commence à comprendre ce truc-là, on se rend bien compte que s'ils font cette confession-là, les politiques ou les lignes éditoriales des médias traditionnels, tout le reste effondre, tous les autres croyances. Comprendre les enjeux de la COP26, c'est aussi comprendre tous les enjeux de pouvoir qui sont en train de se jouer au niveau international. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on arrive à décrypter les grands traités, arriver à décrypter les questions qui sont en train d'être abordées à la COP26 pour que tout le monde puisse s'emparer de ces sujets-là. Ok, voici le premier constat. Quand on fait le bilan de ce moment, de cet événement, il est très compliqué de se l'approprier car il est difficile d'en saisir les enjeux puisqu'ils sont trop peu publicisés. Mais alors, quels étaient exactement les enjeux? Quel est le véritable bilan de la COP26? Que s'est-il exactement passé et en quoi était-elle différente des autres COP? Bref, quelle est la vérité sur la COP26? Essayons de comprendre. Nous devons contenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré ou au moins, mais c'est déjà trop, 2 degrés. C'est ça le véritable enjeu. Et les COP devraient servir à trouver des moyens contraignants pour limiter le réchauffement climatique et mettre en place des politiques communes au niveau international pour y parvenir. Il faut donc aborder les vrais sujets. Par exemple, est-ce qu'on peut y arriver sans mettre fin aux énergies fossiles à l'origine de près de 90% des émissions mondiales de CO2? Voilà de quoi devraient parler les chefs d'État à la COP. Est-ce qu'ils le font? Spoiler, non. Enfin, pas les plus puissants. Pas ceux des pays historiquement responsables de l'essentiel des émissions carbone. Mais les choses bougent quand même et c'est historique, une petite coalition de pays dans la France menée par le Danemark et le Costa Rica, baptisée Beyond Oil and Gas Alliance, s'est engagée à ne plus octroyer de permis d'exploration ou de production d'hydrocarbures. Une première en 30 ans de COP. Parce que oui, cela fait 30 ans que les acteurs sérieux demandent à ce que le sujet soit mis à l'ordre du jour. Reste qu'il faut maintenant décider d'une date précise de sortie du gaz et du pétrole. Et ça, on attend toujours. C'est ce que rappelle Clément Sénéchal qui était à Glasgow pour Greenpeace. Écoutez-le. Pour donner corps à cet accord de Paris, il faut pointer du doigt la question des énergies fossiles. Et il faut que la communauté internationale se mette d'accord sur un calendrier extrêmement clair et ferme de sortie des énergies fossiles. Donc stopper toutes les autorisations pour les nouveaux projets d'exploration, d'exploitation, etc. Stopper toutes les subventions nationales et internationales aux projets qui sont reliés aux énergies fossiles. Après, ce qui est un peu choquant, effectivement, dans cette diplomatie climatique, dans ces conférences pour le climat, c'est qu'en 2015, on s'est quitté sans se préoccuper d'avoir des règles d'application de l'accord de Paris. Et pourquoi on n'a pas pris, effectivement, 6 mois, 1 an, 2 ans, s'il le fallait, non-stop, pour dire, OK, on a un texte qui est au sommet de la hiérarchie des normes, mais si on ne lui donne pas de substance avec des règles d'opérationnalisation qui soient claires, ça ne sert à rien. Pourquoi on n'a pas fait ça, effectivement, ou pourquoi on ne fait pas ça à l'issue de pourquoi on arrête les négociations, par exemple, vendredi, samedi ou dimanche, et pas dans 2 mois, si jamais tous les points polémiques ne sont pas soldés. Les pays riches font comme si le réchauffement climatique n'avait pas encore commencé, comme s'il n'avait pas encore d'impact concret, matériel sur la planète, et en l'occurrence sur certains pays, et donc ils refusent de s'engager sur ce point, ce qui est une manière de nier en fait l'urgence climatique. Comme si les États s'étaient mis d'accord pour dire que ça va mal, mais qu'ils refusaient de parler des moyens de soigner ce mal et de traiter les causes. Pendant ce temps, ils préfèrent débattre des opportunités de business créées par le climat, parce que si pour certains l'enjeu c'est le réchauffement climatique, pour d'autres, le véritable enjeu, c'est surtout de faire de l'argent, de financiariser la nature et de faire de cette COP un sommet pour la finance plutôt que pour le climat. Un des items de négociation les plus conflictuels depuis en fait la signature de l'accord de Paris, c'est cet article 6 qui porte sur la coopération internationale et que, évidemment, les multinationales, la finance internationale, les États les plus puissants essayent d'interpréter comme une licence donnée pour la création de gigantesques marchés carbone, que ce soit des marchés carbone bilatéraux, multilatéraux, ou la création d'un grand marché carbone global sous l'égide de l'ONU. Cette COP, effectivement, est particulière par rapport aux COP précédentes parce que, de par son agenda,
c'est une COP pour la finance plus que pour le climat. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ce qui est prévu dans les principaux points de négociation, il y a la finalisation de l'accord de Paris qui prévoit la création d'un nouveau marché de compensation carbone international. Qu'est-ce qu'un marché de compensation carbone international? En gros, c'est toujours la même histoire. C'est au lieu de réduire nos émissions et de changer notre mode de vie dans les pays riches, on continue comme avant et on va acheter des terres dans les pays pauvres, planter 3 arbres et prétendre que ça compense. Le principe de la compensation carbone, je le rappelle, il est assez simple. C'est dépenser un petit peu d'argent pour continuer à faire beaucoup d'argent sur le dos de la planète et du climat. On sait que ça pose de nombreux problèmes, à la fois au niveau environnemental, parce que ça ne compense absolument pas. On sait notamment que le carbone séquestré dans les arbres pendant quelques décennies ne compense absolument pas des émissions fossiles qui restent dans l'atmosphère pendant plus de 100 ans. Et puis ça pose aussi énormément de problèmes en matière de droits de l'homme et d'accaparement des terres, puisque les terres sur lesquelles ces arbres sont plantés sont la plupart du temps dans les pays dits en voie de développement et très souvent des terres indigènes, etc. Donc ça, c'est un premier point qui est quand même assez révélateur et dont on ne parle pas beaucoup sur cette COP, c'est que la finalisation de ce nouveau marché carbone est un des principaux points à l'agenda. En fait, c'est une COP aussi qui est très intéressante parce qu'elle entérine le fait que plus que jamais, on nous dit qu'il faut des partenariats publics-privés, qu'on a besoin absolument du secteur privé, de la finance privée, etc. Ce qui est assez contestable en fait, parce que réduire les émissions intrinsèquement, ça ne requiert pas de finances. Ça requiert des lois qui disent on va imposer une réduction des émissions chez nous. Cette COP 26 spécifique a un agenda qui est particulièrement focalisé sur la finance, ce qui n'était pas nécessairement le cas des précédentes, mais en fait la plupart des points de l'accord de Paris ont été finalisés. Le dernier point qui bloque depuis 2 COP, en fait, c'est la finalisation de ce nouveau marché carbone. Il y a un autre aspect central dans ces sommets, mais dont l'enjeu est rarement expliqué au grand public. Certains, notamment notre gouvernement, prônent un moyen de lutter contre le réchauffement climatique et l'effondrement de la biodiversité en mettant en avant ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que ces solutions fondées sur la nature? À l'origine, ça regroupe un certain nombre d'activités qui sont plutôt pas mauvaises, comme l'agroforesterie, comme le fait d'utiliser par exemple des forêts contre l'érosion des sols, etc. Mais c'est un concept qui est aussi extrêmement problématique parce qu'il implique une financiarisation de la nature, c'est-à-dire mettre un prix complètement artificiel sur sa destruction, et il implique une compensation de la destruction de la biodiversité. Il s'agit de reconceptualiser la nature comme un ensemble de services qui contribuent au bien-être humain. Tout le reste, tout ce qui ne contribue pas directement au bien-être humain, est considéré comme n'ayant aucune valeur et pouvant être détruit. Donc par exemple, dans cette approche, une forêt va être reconceptualisée comme un service de séquestration du CO2, un service éventuellement de lutte contre l'érosion des sols. C'est une vision extrêmement partielle. Quand vous regardez tous les modèles de valorisation de la nature, qui sont basés sur un modèle onusien avec un acronyme barbare qui s'appelle SEEA, qui a été adopté cette année, on s'aperçoit qu'en réalité, on ne prend en compte que 1 ou 2 services écosystémiques principaux, et on ignore les autres. Et on ignore aussi toutes les interdépendances entre les fonctions écosystémiques, parce que ce serait beaucoup trop compliqué de tout modéliser, et puis tout simplement, on est incapable de le faire. Il n'y a pas des connaissances scientifiques suffisantes aujourd'hui pour pouvoir modéliser de façon complète toutes les interactions écosystémiques. Alors c'est problématique parce que ce qui est mesuré n'est pas du tout la nature. Et si on ajoute à ça derrière des méthodologies de valorisation monétaire qui, de l'aveu de l'ONU elle-même, sont extrêmement biaisées, vous aboutissez à des chiffres qui ne signifient rien. Quelles sont ces méthodologies de valorisation monétaire? Eh bien, dans la plupart des cas, il s'agit d'enquêtes. Il s'agit d'enquêtes où on va vous demander combien vous êtes prêt à payer pour que le bois de Boulogne existe encore l'an prochain. Et puis l'étape suivante, après ça, c'est la compensation, c'est-à-dire cette idée que plutôt que de réduire notre destruction de la biodiversité, on va restaurer ailleurs et prétendre que ça compense. L'exemple typique, c'est celui que j'évoquais récemment, c'est celui d'une entreprise qui veut construire un aéroport dans le sud de l'Espagne sur un habitat de flamand rose. Et là, vous avez 3 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est vous avez de la réglementation environnementale traditionnelle du type loi littorale, qui va dire non, vous ne pouvez pas faire votre aéroport ici, vous devez le faire ailleurs. Le deuxième cas de figure, c'est de la compensation biodiversité classique, entre guillemets, ce qui existe en France sous forme de projet pilote. Là, on va dire, d'accord, vous pouvez faire votre aéroport,
mais vous devez compenser en recréant un habitat de flamant rose dans un rayon de 10 km. Même si en réalité, on sait qu'on n'est absolument pas capable de recréer toutes les fonctions écosystémiques détruites. Et le troisième cas de figure, et c'est celui qui est promu par la Commission européenne depuis une dizaine d'années et qui pourrait émerger au cours des prochains mois, notamment lors de la COP 15 en Chine, c'est une version extrême de cette compensation biodiversité. On va vous dire, vous pouvez faire votre aéroport, mais vous devez compenser quelque part en Europe ou quelque part dans le monde, et non pas en recréant un habitat de flamant rose, mais par un service écosystémique de valeur monétaire équivalente. Donc, vous plantez des arbres en Roumanie ou vous créez un habitat de chauve-souris en Thaïlande, et on considère que ça compense pour la destruction des flamants roses. Ça peut paraître technique, mais c'est en réalité très important. Et c'est important de comprendre que ces solutions prônées sont parfois de fausses solutions avancées par des acteurs économiques envahissants. À Glasgow, c'était le cas. D'ailleurs, un aspect révélateur, c'est de voir à quel point ce rendez-vous est envahi par des armées de lobbyistes venus s'assurer que les décisions prises aillent dans leur sens. Un rapport de Global Witness révèle à ce sujet qu'il y avait plus de lobbyistes des énergies fossiles à la COP26 que de représentants de la plus grosse délégation nationale, celle du Brésil. Aujourd'hui, il y a un problème d'intégrité des espaces onusiens qui sont effectivement envahis de lobbyistes du secteur privé qui viennent ajouter de la confusion aux négociations, qui font pression à la baisse sur les résultats de ces concertations, qui viennent défendre des intérêts qui sont fondamentalement contradictoires avec la poursuite des objectifs de l'accord de Paris. À la COP26, il y a une délégation pléthorique des industries fossiles qui est supérieure à n'importe quelle délégation nationale, autour de 500 lobbyistes de haut niveau. C'est plus que la délégation brésilienne qui a pourtant envoyé des wagons entiers de personnalités politiques pour essayer de perturber un peu justement les débats. Et donc ça, c'est extrêmement problématique. Ces gens n'ont rien à faire là. C'est un mélange des genres qui est nuisible, nocif à la prise de décision qui soit simplement guidée par l'intérêt général à la lumière des données scientifiques. Donc il y a ce greenwashing-là qui est opéré par le secteur privé, mais il y a aussi le greenwashing des milliardaires. C'est-à-dire que non seulement on a ces lobbyistes qui sont là, mais on a aussi des personnalités de premier plan qui viennent prendre la parole, à qui on déroule le tapis vert dans ces négociations. Je pense par exemple à Jeff Bezos, qui est venu faire un petit peu de charité climatique à la tribune de l'ONU, ce qui est un pur scandale. Jeff Bezos, il a construit sa fortune sur Amazon, qui pratique tous les jours un modèle économique qui est extrêmement destructeur. Climate change gives us a powerful reason to invest in nature. À cette COP26, on a vraiment vu 2 poids 2 mesures entre la société civile, les États vulnérables et les milliardaires et les lobbyistes. On a eu un système aussi de mise à l'écart de la société civile, qui se sont vus refuser complètement l'accès aux négociations en début de semaine dernière. Voici la vérité sur ce sommet de financiers. Alors du coup, on peut se poser une question. Est-ce que ces COP servent à quelque chose ou au contraire, faut-il s'en débarrasser? De plus en plus, on s'éloigne des réglementations contraignantes. C'est un petit peu comme si les États n'avaient plus la capacité ou n'osaient plus utiliser leur capacité d'imposer des réglementations contraignantes qui diraient par exemple « vous devez réduire votre destruction, vous devez réduire vos émissions », mais qu'il fallait passer par des incitations économiques et financières. Et alors ça, c'est intéressant parce que c'est un choix politique, ce n'est pas quelque chose d'inéluctable, c'est un choix démocratique. Et quelque part, c'est la victoire idéologique de Davos. Alors, est-ce que les COP servent encore à quelque chose? C'est un vrai sujet. Effectivement, là, le moment politique, il est marqué par une forme de trahison des États. Les États sont engagés dans l'accord de Paris à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. En fait, les émissions de gaz à effet de serre, elles augmentent entre 1 et 2% par an depuis la création de l'accord de Paris. Ça fait 20 ans. En 20 ans, elles ont augmenté de 50 à 55%, alors que la première COP, c'était quand même en 1995. Ça remonte. On a pris conscience au niveau politique de la nécessité de lutter contre le changement climatique, au moins depuis le sommet de la Terre en 1993 à Rio. Donc il y a une jeunesse, il y a une génération, il y a des populations qui sont trahies évidemment par leur gouvernement. Après, la ligne de front sur la question climatique, elle passe par d'autres espaces. Évidemment, ce n'est pas 2 semaines de négociations climatiques par an qui vont régler le problème, où les chefs d'État passent une tête pendant moins d'une journée quand ils sont disponibles. Mais bon, on ne va pas se laisser abattre parce qu'on n'a pas le choix. Et que je vous le rappelle, le véritable enjeu est de limiter le réchauffement planétaire. En fait, de survivre.
On est déjà sur une voie de non-retour. Le réchauffement climatique est commencé, il possède son inertie propre. Là, l'inertie la plus inquiétante, elle est du côté du milieu politique. La situation est alarmante, angoissante, assez désespérante. Pour autant, voilà, il va falloir continuer à se battre parce qu'un monde pour caricaturer, mais un monde à plus 12 degrés, c'est mieux qu'un monde à plus 13 degrés, par exemple. Chaque dixième de degré compte, et quel que soit le résultat de ces négociations politiques à Glasgow, il ne faut pas s'arrêter là, et même si elles sont décevantes, il ne faut pas abandonner la tâche, parce que c'est un combat qui, de toute façon, est infini, par essence.